les gars, on commence avec... il est presque drôle. Ça, sérieux. Comment? On est obligé de parler de ça. Je comprends rien à ce sujet, franchement. Non, mais justement, quand on aura fini, tu auras comprendre un peu moins. Non, la raison pour laquelle... On fait une analyse inversée, nous. Si tu comprenais rien au début, après notre analyse, tu abandonnes. Tu vois, c'est... Ouais. Alors, non, plus sérieusement, la raison pour laquelle je voudrais en parler, c'est parce que c'est littéralement un signe apocalyptique. Le siège de Damas. Et en fait, on a déjà parlé de ça quelques fois dans les Y-Files, mais j'ai comme l'impression, plus ça va, plus j'ai l'impression que l'histoire se répète avec des fractales, des patterns qui durent de moins en moins de temps. Okay? Et le truc, c'est que le siège de Damas, en soi, il a une symbolique très forte. Okay? Et grâce à la série Révélation, on va pouvoir comprendre pourquoi. Concrètement, voilà. Tu vois la résolution, Rudy? Je vois. Ouais. Alors Thierry, c'est pas grave, j'ai extrait le truc là. Le siège de Damas eut lieu pendant la deuxième croisade. Il commença le 24 juillet 1148 et fut levé 4 jours plus tard. Ce siège fut le point final d'une défaite majeure des croisés et mena au démantèlement de la croisade. Donc il y avait les Templiers qui avaient mis le nez dedans, il y avait les Teutoniques qui avaient mis le nez. Et quand ils ont fait le siège de Damas, c'était le coup de trop qui a fait qu'après, ils ont perdu. Tu vois, donc c'est un moment... 4 jours, donc point commun là sur la très très courte durée. Exactement, tu vois. Et donc ça s'est fait d'une façon balle de ping-pong. Ils sont arrivés là-bas et poum, ils ont rebondi à Damas et à partir de là, tout a tourné à l'envers. Alors la raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que à partir de ce 7 décembre, en fait, tout va partir à l'envers. Et vous allez voir, toute l'émission ce soir, c'est un gros morceau. Alors, il y a peut-être, du coup, j'ai écrit, il y a peut-être un lien entre le siège de Damas d'aujourd'hui et de l'époque, parce que symboliquement, et même d'un point de vue historique, ça peut être... Oui, Rudy? La plus vieille ville du monde. Je sais pas, on est en 2024, c'était un 24 juillet, c'était le 7 décembre, c'était au mois de juillet, qui est le 7e mois. Peut-être un truc à comprendre, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, Nico. Ça, Assad qui abandonne, au final, qui se barre de trucs, donc la victoire des djihadistes, juste au moment où il y a Trump qui est à Notre-Dame de Paris aussi. Qui s'est fait couronner. Et qui était un jour de quoi d'ailleurs, le 7 décembre, tu nous avais envoyé des trucs super intéressants, j'ai oublié de les mettre. C'est l'Immaculée Conception. C'est aussi l'anniversaire de Pearl Harbor, non? C'est ça? Il y avait, voilà, il y a une symbolique très forte au niveau des dates qu'il choisit, c'est pas pour rien. Donc, là, vous savez de quoi on parle, mais très brièvement, le régime de Bachar al-Assad a subi une défaite majeure avec la prise de Damas par des groupes rebelles menés par Macha al-Sham. Les rebelles ont annoncé la fuite de Bachar al-Assad et ont appelé une nouvelle ère pour la Syrie. Bachar al-Assad, de son côté, il est parti se réfugier à Moscou. Voilà, en gros l'idée. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec cette histoire-là, c'est que ça s'est fait en quelques jours, entre le dernier live et ce live-là. Tu vois? Au dernier live, ils étaient à la frontière. Maintenant, Assad est sorti. Enfin, voilà, le truc s'est fait, quoi. Et à moins... Enfin, il n'y a aucune façon à ce que cette chose-là soit faite de façon naturelle. Il y a des grosses magouilles qui se passent en arrière-plan. Et justement, on va devoir discuter de ça un petit peu et aussi élargir notre point de vue. Alors déjà... On a le New York Times qui nous dit « Forces terrestres israéliennes traversent la Syrie selon des responsables ». C'est New York Times qui profite de cette occasion-là, enfin, qui dit qu'Israël profite de cette occasion-là pour entrer en Syrie. Et on a cette vidéo-là que je voudrais partager avec vous. On va la regarder avec les sous-titres. Elle est très courte. This is a historic day for the Middle East. C'est un jour historique pour le Moyen-Orient. L'effondrement du régime Assad, la tyrannie à Damas offre une grande opportunité, mais est également parsemé de dangers significatifs. Cet effondrement est le résultat direct de l'action d'Israël contre le Hezbollah et l'Iran, les principaux soutiens d'Assad. Cela a déclenché une réaction en chaîne et tous ceux
qui veulent se libérer de cette tyrannie et de sa répression. Mais cela signifie aussi que nous devons agir contre les menaces possibles. L'une d'elles est l'effondrement de l'accord de séparation des forces de 1974 entre Israël et la Syrie. C'est un point important. Cet accord a tenu pendant 50 ans. La nuit dernière, il s'est effondré. Vous vous rendez compte que cet accord a apporté une forme de stabilité au Moyen-Orient? Elle vient de s'effondrer. Okay? Et lui, il a l'air content. Alors, l'armée syrienne, il dit, a abandonné ses positions. Nous avons donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre le contrôle de ses positions pour s'assurer qu'aucune force hostile ne s'installe juste à côté de la frontière d'Israël. C'est une position défensive temporaire jusqu'à ce qu'un arrangement approprié soit trouvé. De même, nous tendons une main de paix à tous ceux au-delà de notre frontière en Syrie, aux Juifs, aux Kurdes, aux chrétiens et même aux musulmans qui veulent vivre en paix avec Israël. Nous allons suivre les événements de très près. Si nous pouvons établir des relations de bon voisinage et des relations pacifiques avec les nouvelles forces émergentes en Syrie, c'est notre désir. Mais si nous ne le pouvons pas, nous ferons tout ce qu'il faut pour défendre l'État d'Israël et la frontière d'Israël. Donc, moi, cette vidéo-là sur laquelle je suis tombé juste avant, je me suis dit, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on a? On a un premier groupe, de djihadistes. Et ce premier groupe, il est entré en Syrie les portes ouvertes. Ensuite, porte ouverte, c'est-à-dire aucune résistance de la part de l'armée syrienne. Ensuite, on a eu un deuxième groupe qui est venu se mêler là-dedans, on ne sait pas d'où ils viennent. Maintenant, on a la version mainstream qui est un des deux groupes, c'est des gentils, et un des deux groupes, c'est des moins gentils. Donc, visiblement, chez les djihadistes version mainstream, il y en a des moins graves que d'autres et même des meilleurs que d'autres. Donc, tout ça, mais l'invasion d'Israël, parce que c'est une invasion, hein. Si vous regardez... De la Syrie, tu veux dire. De la Syrie, pardon. Ils ont pris carrément... Merde, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Ils ont pris vraiment la zone tampon et ils ont pris une partie de la frontière. Et en fait, en regardant cette vidéo, je me dis, là, il y a un truc chelou. Il y a quelque chose qui s'est passé en arrière-plan qui a permis à un des groupes de djihadistes, a priori turc ou je sais pas quoi, d'entrer en Syrie et la Syrie n'a pas montré de résistance. Et peut-être que l'objectif c'était justement de mettre, pour changer le régime et de mettre un régime temporaire pour garder le contrôle, pour donner la Syrie à autre chose, si tu veux. Pour permettre à la Syrie de... les actions violentes contre la Syrie aussi, hein. Parce que voilà, les méchants barbus, du coup maintenant non, ça c'est pas fait encore. Je veux pas aller dans le futur. Moi j'ai l'impression qu'il y a une main qui a voulu s'emparer de la Syrie à l'insu d'Israël. Et Israël se dit, merde, on est en train de perdre le contrôle de la Syrie. Il va falloir qu'on protège la frontière parce que c'est plus les mêmes. Tu vois? Et donc du coup, ils viennent et ils se posent à la frontière. Parce que justement, il y a quelque chose qui a dû se passer en arrière-plan. Je sais pas, en voyant cette vidéo-là, en voyant la réaction d'Israël, parce que là, ils s'exposent parce que déjà, ils ont l'opinion publique contre eux avec la Palestine. Maintenant, ils vont aussi de ce côté-là, où, comme des charognards, tu vois, ils vont aller là où il y a du sang et ils vont dire, nous, on va profiter de ça. C'est exactement ce qu'il dit. Profitons de ce chaos-là que nos ennemis ont créé pour qu'on aille dedans. Oui. Mais après, tu oublies un truc. Netanyahou, la position où il est, il a déjà démontré à plusieurs reprises que l'opinion internationale, et en a rien à foutre. Maintenant, la CPI, il a émis carrément un mandat d'arrêt contre lui, et ça c'était officiel hier ou avant-hier. Il n'en a rien à faire. Moi, ce que je pense, c'est que il n'y a pas beaucoup d'États qui ont participé, ça à proprement dit, mais beaucoup de services secrets à l'organisation de ce qui s'est passé. Par exemple, la CIA, le Mossad, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se sont retrouvés surpris, entre guillemets. Je pense que si la Russie a laissé faire, c'est parce que lors des discussions qu'il y a eu en amont vis-à-vis de ça, on leur a fait comprendre que de toute manière, l'armée syrienne ne résistera pas. Voilà. Et que Bachar, et que de toute manière, il n'a pas les moyens. Ils sont sous sanctions, un peu comme la Corée du Nord. Ça va au-delà de ça. Il y avait des rumeurs qui disaient que l'armée syrienne avait reçu l'ordre de ne pas intervenir.
Il y a aussi des rumeurs il n'y a pas eu beaucoup de balles qui seraient partis, qui auraient carrément abandonné, qui auraient peut-être pu justifier. Moi, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, cette explication. Mais qui auraient pu justifier qu'en fait, personne ne fait rien côté armée. Ça vous dit de lire une analyse ? Si vous avez, on lit une analyse et vous me dites ce que vous en pensez, ok? Alors, je sais pas, je ne connais pas ce compte. Il y a quelqu'un qui nous a tagué dessus ou quelqu'un qui, je sais pas, c'est toi, Nico, qui a envoyé ça. Je connais pas le compte, donc je ne suis pro contre machin. Je n'ai même pas accès parce qu'il y a même pas de lien, c'est juste une image, ok? Disons qu'il n'y a pas de messager, il y a que le message. Voilà. Le pari syrien. Comme l'analysait hier l'éminent diplomate iranien Abdolrez Farashi Rad, défenseur bien connu d'une forte présence iranienne en Syrie, le subtil stratagème syrien de Poutine qui a lancé les djihadistes syriens directement contre Israël et les États-Unis en retirant rapidement Assad à Moscou n'est pas tombé du ciel, mais a constitué la réponse russe parfaite au raid secret de Washington et de Tel Aviv autour de la Syrie cette année. Cette année, Israël et les États-Unis, par l'intermédiaire des Émirats, ont entamé des négociations secrètes avec Assad et ses soutiens syriens, promettant d'alléger les sanctions occidentales contre la Syrie en échange d'un désengagement significatif de la Syrie vis-à-vis de l'Iran et de la Russie. Les rusés assadites promettaient une solution à la profonde crise économique de la Syrie qui minait de manière écrasante le régime dans le cadre de ces pourparlers. Mais les pourparlers n'ont pas échappé à l'attention. Les pourparlers n'ont pas échappé à l'intention et quelqu'un s'est arrangé pour que des informations à leur sujet parviennent à Erdogan en Turquie. Une réconciliation négociée avec Assad, avec les Israéliens et les Américains aux dépens des Iraniens et des Russes marquerait la fin des ambitions turques en Syrie. Comme prévu, Erdogan a donc rapidement mobilisé ces quelques djihadistes syriens pro-turcs qui sont passés à l'offensive fin novembre dans ce que même les services de renseignement israéliens considéraient à l'origine comme un pur suicide. L'attaque des djihadistes pro-turcs contre les assadistes syriens était destinée par Washington et Tel Aviv à rallumer la sanglante guerre civile syrienne, épuisant toutes les parties, y compris les Russes et les Iraniens, dans des combats prolongés et fournissant un prétexte pour la poursuite des campagnes israéliennes contre les Palestiniens et les Libanais. Cependant, malgré les attentats de la CIA et du Mossad, l'attaque des djihadistes d'Erdogan a été rapidement couronnée de succès car l'armée syrienne n'a étonnamment offert aucune résistance et les gardes iraniens en Syrie ont résisté principalement à vue, Téhéran ne leur ayant pas envoyé de renfort. Le résultat de la manœuvre de Poutine est déjà choquant. Les djihadistes n'attaquent pas les Russes ou les Iraniens en Syrie, mais par leur avancée rapide, un Israël terrifié a déjà commencé à bombarder la Syrie comme un fou hier, violant une résolution de l'ONU et envahissant, c'est ça qui est important, là Israël fait vraiment de la merde. Isolant le territoire syrien démilitarisé par un traité et le Pentagone a même envoyé quelques B-52 contre les djihadistes cet après-midi, les détruisant avec des drones et faisant un discours de puissance dramatique. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Israël soignait secrètement les djihadistes blessés dans la lutte contre Assad, contre les Russes et les Iraniens sur son territoire à la demande des États-Unis. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, j'ai trouvé cette analyse, c'est la plus pertinente, parce que je vais vous dire honnêtement, je ne comprends rien d'autre à part le fait que c'est un signe eschatologique musulman. Le siège de Damas. Ouais. Ok, siège de Damas égale fin des temps, selon l'eschatologie musulmane. C'est pendant le siège de Damas que Jésus est censé, que le Christ est censé revenir. Voilà, c'est clairement ce que raconte l'eschatologie musulmane. Après, t'as aussi quand même une tendance, surtout du côté Netanyahou, il s'est exprimé plusieurs fois là-dessus, à essayer de faire survenir les signes eschatologiques volontairement pour accélérer la venue du Messie. C'est ça, et tout ça. merde, Est-ce qu'il n'y a pas une volonté c'est ça de cet que j'ai ordre-là oublié. derrière ? Il y avait une vidéo de quelqu'un qui disait à Netanyahou il y a longtemps, il faut que tu fasses en sorte à ce que le Messie revienne, tu vois. Et là, c'était le chef de Lubavitch. C'était le grand rabbin de Schneerson, Mandelen Schneerson.
Et il dit il faut précipiter c'est la vidéo, il doit dater d'il y a 30 ans à peu près, je pense. Elle est assez sorti il y a pas longtemps Netanyahou là, c'était quand, il y a pas très longtemps, il nous avait fait une sortie comme quoi on était en train de vivre des temps bibliques, la fin des temps, je sais plus à quelle occasion c'était. Non mais il a même la prophétie d'Isaïe. Voilà. C'est ça, oui. Donc, les messianiques, moi j'ai l'impression que ça c'est aussi un jeu de messianiques qui utilise la diplomatie et un petit peu des tactiques militaires pour créer un contexte messianique. C'est-à-dire ceux qui se basent sur les prophéties, etc., se disent « Ah, c'est un signe de la fin des temps, ah là là ». Et donc, c'est ce qu'ils font les messianiques. Oui, les messianiques. Il y a un élément qui me retient mon attention. C'est que, alors à moins que j'ai raté l'information, je n'ai pas été hyper assidu sur les réseaux sociaux là, ces dernières semaines, mais j'ai l'impression que Trump, la seule manière dont Trump s'est exprimé, c'est de dire bon, c'est pas notre guerre, on n'a rien à foutre là-dedans, donc on va pas y aller. Et Poutine m'a pas l'air spécialement non plus extrêmement nerveux dans ces choses-là. On aurait pu s'attendre, compte tenu du contexte, à avoir des discours très forts qui soient prononcés par ses chefs d'État, quoi. Et pourtant, il reste silencieux. Ouais. Trump, il continue à danser YMCA là sur la politique intérieure américaine. Et ça, ce silence m'interpelle en fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Déjà, Poutine, j'ai compris. Et avec ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, avec les djihadistes, il y avait un truc qui était négocié, il s'en prendra pas aux bases militaires russes qui se trouvent à l'ouest de la Syrie. Ce qui était un point géostratégique pour la Russie fondamental. Donc du coup, ils ont dit, vous pouvez garder vos bases, etc., il n'y a pas de souci. L'autre question que je me pose, pourquoi les médias, ils ont commencé... Par exemple, si c'est pas un coup de deep state, ça, globalement, pourquoi les médias ils se sont mis massivement à blanchir cette révolte israélienne, ces djihadistes israéliens, même quitte à faire des reportages complètement bidons, tu sais, tu as vu celui de CNN ou BBC, je me rappelle plus, quand ils rentrent dans une prison, etc. Et soi-disant, ils sortent un gars qui ça faisait des mois qu'il n'a pas vu le soleil et qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Oui. Mais complètement bidon. Pourquoi ils font cette offensive médiatique ? Ils ne sont pas. Il y a un agenda à tenir. Alors, une explication que je pourrais amener. Enfin, j'ai l'impression que c'est comment dire ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans qu'on analyse l'information et souvent, quand même, on regarde ça et on peut avoir une lecture souvent assez simple. J'ai l'impression que ce coup-là, c'est complètement différent. Il est possible que les médias soient dans une espèce de chaos, ils savent pas quoi dire. Et ne sachant pas quoi dire, qu'est-ce que c'était le contexte dans cette région du globe où Assad, il est méchant. En gros, dans la continuité de la guerre qu'il y a eu contre Assad dans les années 2015-2016 par là. Donc peut-être ils ont continué dans cette zone-là. On sait pas comment se positionner. Assad, il est méchant. On continue à dire qu'Assad est méchant. Je pense que cette histoire, il y a encore des chapitres très importants qui vont se jouer dans les jours qui viennent. Moi, c'est pour ça que je préfère ne rien dire, parce que je pense que il y a des imprévus qui vont encore se passer. C'est pas terminé. Moi, je pense que les médias, dans ce cas précis, ils ont vu le groupe terroriste turc. Et en fait, ils ont sorti un autre groupe terroriste dans l'espoir de pouvoir récupérer la Syrie en utilisant le narratif djihadiste, tu vois. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un scénario... Qui veut récupérer la Syrie dans ton hypothèse ? Alors, tu as les djihadistes turcs, et je mets les guillemets, ok, qui avaient l'accord pour bosser avec Poutine et tout ça. Et les médias mainstream, les services de renseignement, ils se disent, ok, on est un peu dans le pétrin là, faut faire vite. Alors ce qu'on va faire, c'est on va jouer sur cette histoire de djihadistes, et du coup on va encourager ça, et pendant ce temps, nous on va faire une vraie guerre avec des djihadistes à nous là-bas, tu sais, les gars des renseignements et tout ça, pour essayer de changer de djihadistes. Je sais pas si tu veux, parce qu'ils veulent remplacer les djihadistes turcs par les leurs, en fait. Tu remplaces des barbus par d'autres barbus et puis ça passe, quoi. Voilà, exactement. Et je pense qu'ils sont pris à ça par manque de choix, en fait, finalement. Mais les gars, attendez, je suis d'accord avec toi, Rudy. Moi, je dis, je peux rien affirmer là parce que c'est un peu confus. Ça me fait chier parce qu'il y a quand même des vies qui se perdent dans toutes ces magouilles géopolitiques. Mais par contre, moi, j'ai quelques détails importants que je voudrais évoquer avec vous parce que, les gars, il va falloir sortir les dossiers de Q encore. Mais, oui, Nico ? Attends, on va le partager, mais parce qu'il y a quand même
un truc ultra important à évoquer, et ça, alors, c'est on prend du recul. Il y avait un projet. Voilà. Vous vous rappelez, les BRICS, ils ont vocation à devenir une nouvelle ONU. Même ça a été évoqué plusieurs fois, ça a été dit. Pour devenir une nouvelle ONU, pour être extrêmement attrayant, ils ont besoin de créer, en fait, un centre d'échange inévitable. Ce à quoi servaient les nouvelles routes de la soie. Et le truc, c'est que la Syrie, c'est un point clé de nouvelles routes de la soie, par lequel passent les oléoducs, les gazoducs, tout ce qui vient de l'Asie passe par la Syrie pour arriver jusqu'en Europe, en Russie, etc. Voilà. Le fait qu'il y a un groupe déstabilisant qui arrive là, ça met un énorme frein au projet des BRICS. Et BRICS, ils ont besoin de faire encore quelques coups supplémentaires au niveau d'accroissement de leur influence, afin que les États-Unis et Trump soient devant l'évidence concrète. Il dit non, on est censé rejoindre BRICS. De toute façon, l'ONU, il est impotent. Regardez par rapport dans le monde, etc. Ils n'ont jamais réussi à rien régler. On doit intégrer les BRICS. Là, ça met fin à ces projets-là. Cette échelle-là, l'échelle la plus grande, me fait penser que c'est un coup qui n'est pas fait par les patriotes, si on peut le dire ça comme ça. Pas par ceux qui veulent une nouvelle organisation du monde. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Après, comme je te dis, le silence de Poutine-Trump me fait penser que derrière, il y a une prise d'aïkido qui fait qu'il va y avoir un retournement de situation. Les gars, allons sur la suite pour essayer de voir des choses qui peut-être pourraient nous aider. Alors, on a un poste de Q, le 370, qui date du 18 décembre 2017. La date est importante parce que dans ce poste de Q, il y a un anonyme qui demande à Q que s'est-il passé le 7 décembre. Alors le 2024, c'est pas dedans, c'est moi qui l'ai mis. Que s'est-il passé le 7 décembre? Et Q qui dit le décompte a commencé 10 jours. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que le même Q, le 7 décembre 2019, il avait publié ces images avec McCain et ses djihadistes, c'est-à-dire les djihadistes de la CIA, quoi, en gros. Il y avait carrément le chef de l'ISIS, de Daesh, là, derrière celui qui est de profil, là. Donc, McCain, on sait, il a été, ils se sont débarrassés de lui pour, voilà. Et ensuite, dans cette image que vous regardez, c'est du 7 décembre, c'est ça qui est important. 7 décembre 2017. 7 décembre. Et là, dans le post d'avant, ils disent qu'est-ce qui s'est passé le 7 décembre? Eh ben, l'horloge a commencé, le décompte a commencé, qui a duré 10 jours. OK? Donc, vous avez ici un autre, enfin, c'est le même post de Q, mais dézoomé. Il y a dedans aussi Assad avec l'Arabie Saoudite. OK? Al-Vahir, je ne sais pas comment il s'appelle, lui. Et ensuite, on a la famille royale avec l'Arabie Saoudite. Donc, il montre l'Arabie Saoudite dans différents contextes. OK? Les liens entre George Bush et l'Arabie Saoudite, il dit là, Prince Harry, machin, et Al-Walid. Donc, c'est toujours la famille saoudienne. Et il y a ces posts-là qui ont été publiés. OK? Et c'est en 7 décembre, jour où Assad a quitté Damas. Et juste par curiosité, j'étais jeté un coup d'œil sur les posts de 10 jours après. Donc, après le 7. OK? Parce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé le 7? Le décompte a commencé 10 jours. Et donc, il y a un truc qui se passe dans le 17. Et en delta de 17, c'est ça. La première inculpation, levée des scellés, déclenchera un réveil massif de la population. La première arrestation vérifiera l'action et confirmera la direction future. Ils se battront, mais vous êtes prêts. Marqueur 9. Donc, ça veut dire, il se peut, dans le contexte actuel, que nous avons eu le marqueur Syrie et que, avec les postes-là qu'on est en train de voir, c'est que quelque chose de très gros est sur le point de tomber dans quelques jours. Et si tu regardes ce qui est en train de se passer déjà, donc vous allez voir la suite du live et vous allez comprendre, il y a quelque chose de majeur qui se passe, les amis. Il y a quelque chose de majeur et extraordinaire. Regardez, à un tel point que Bill Clinton, il est allé sur une émission mainstream qui s'appelle The View, très woke, très financée Deep State, et il est allé pour affirmer que sa femme Hillary a suivi toutes les règles exactement telles qu'elles étaient écrites et que ces 33 000 emails supprimés sont une histoire inventée et mensongère. Et ce sont les emails qui sont à l'origine de Pizzagate.
des trafics d'enfants, des sacrifices d'enfants et toutes ces saloperies-là, elles viennent de ces emails-là. Et Bill Clinton, il va là, le 11 décembre, pour dire, ou le 10 décembre, pour dire à cette émission, non, en fait, il a rien fait, il n'y a pas d'email, tout ça, c'est une invention. Et donc, il y a quelque chose de majeur qui nous tombe au nez. Oui. À mettre dans le contexte du sujet numéro 2, là, qu'on va aborder juste après, voilà, Jay-Z et compagnie. Non, c'est Jay-Z, je crois, le prochain sujet. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était lié plutôt avec Cash Patel. Tout est lié. Tout est lié. Mais tout est lié. On parle du 6 janvier ou pas? Oui, on parle. Oui, attends. Okay, ouais, donc tout est connecté, effectivement. Avant de passer à la suite, moi, j'aimerais, par contre, rappeler quelque chose qu'on avait dit, parce qu'on nous rapproche souvent du fait qu'on n'a pas pris de position entre Israël et Palestine. On n'a pas pris une position à l'horizontale, on a pris une position à la verticale où on a dit on est pour la paix. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas tomber dans l'exagération de tout ce qui est juif et mauvais et dans l'autre exagération de tout ce qui attaque les juifs, c'est antisémite, tu vois, tout ce qui attaque Israël. Et donc, on nous a pas laissé tranquille 2 secondes, même si on a fait d'autres émissions, on a clairement exprimé notre point de vue qui nous ont coûté des années d'insultes et on a été vus comme des antisémites de ouf et tout d'un coup pro-sionistes. Bon, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on n'a pas une opinion noire ou blanc dans l'histoire. Et c'est aussi simple que ça. Et si jamais vous trouvez que notre position n'est pas claire, c'est probablement parce que vous n'êtes pas capable de penser à autre chose que noir ou blanc. Nous, on essaie de proposer un truc plus complexe parce qu'on parle d'une population entière. On parle de la même façon qu'il ne faut pas juger la France entière sur les actions de Macron. De cette même façon-là, il ne faut pas juger un pays entier et une culture entière sur les actions de quelques connards. Vous comprenez ? Et donc c'est pour ça, c'est ça notre position. Après, est-ce qu'il y en a des méchants en Israël qui ont des plans évidemment, on a fait une émission où on est allé dire, tiens, je vous le montre ici, Révélation 6, l'hypocrisie occidentale autour du nazisme, où on va jusqu'à dire que les forces derrière Netanyahou, ce sont les mêmes forces que derrière le nazisme. Et qu'en fait, le nazisme, il a fui par-ci, par-là, machin, et il a atterri en Israël, et il se cache derrière l'antisémitisme et tout ça. On a dit ces choses-là. Mais on a apporté des éléments pour le faire d'une façon à ce qu'on ne tombe pas dans le binaire, Soyez non-binaire. Non. Pour pas qu'on tombe dans le noir et blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Pas tomber sur le noir et blanc, tous les juifs sont méchants ou tous les palestiniens sont méchants. C'est pas aussi simple. On parle de population, on parle d'humains. Donc moi, j'ai pas envie de condamner un peuple à cause des actions de quelques personnes très méchantes. Dégénérées, ouais. Et donc, politiquement fluide. On dit que le pouvoir sur place en Israël en ce moment, c'est un pouvoir nazi. Et dire qu'on est pro-sioniste, bon, voilà, il faut réviser votre version de ce qui est sionisme ou pas. Donc, dans tout ça, on va ajouter un élément qu'on a déjà évoqué ici plein de fois, et c'est l'histoire d'un coq qui est raconté par ce gars. Alors, elle est longue la vidéo, je ne sais même pas en fait. Ouais, il dure 3 minutes, Ravron Shaya. Ok. Vous voulez la regarder ou pas? On la regarde comme ça, on ne nous accuse pas d'antisémitisme, ok? C'est lui qui le dit, c'est pas nous, ok? C'est comment il s'appelle? Rav Ron Shaya. Ok. Voilà. Qui est quand même représentatif d'une certaine frange de la communauté juive et j'irai loin de son intégralité. Ouais. Donc, voilà. De la nuance là aussi. Rav Ron Shaya. Il y a 2 siècles. Oui. Attends, je vais dire parce que de toute façon, Rav Ron Shaya, c'était très drôle en fait sa position là depuis les événements du 7 octobre. Lui, tout pour lui, voilà le retour de Mashiach, c'est pour le le week-end prochain, etc. Fallait le voir. Ça fait des années qu'il est là-dessus, genre c'est pour après-demain l'arrivée du Messie, quoi. C'est ça. Oui, mais ce qu'il raconte ici, on s'en fout de ses opinions, ça vient pas de lui, non? Non, lui, il relaie quelqu'un qui est vachement reconnu par des sages de je sais pas quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc un rappel du rappel qu'on a rappelé pendant le rappel. Voilà, c'est ça. Il a écrit Yarod Vache, aussi écrit tout petit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit: dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien,
Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Ça, faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence, les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il vient se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Hatchitz. Bonne journée. Donc, si on regarde le contexte là, ok? Moi, j'aimerais rappeler encore un rappel d'un rappel qu'on a rappelé. Dans cette situation-là, il faut faire très attention parce que tous les textes prophétiques nous parlent d'une grande déception. C'est-à-dire, on va croire quelque chose, mais il va se passer l'opposé. Ok? On a, dans ce contexte, avant de passer à la suite, on a le secrétaire général de l'OTAN qui vient de dire maintenant, ces derniers jours, il est temps de passer à une mentalité de temps de guerre et de propulser la production et les dépenses de défense. Écoutez ce qu'il dit. We can prevent the next big war on NATO territory and preserve our way of life. This requires us all to be faster and fiercer. It is time to shift to a wartime mindset and turbocharge our defense production and defense spending. Donc, par la tignasse de leurs cheveux, ils seront tirés à la guerre. Et le truc, c'est, moi, je garde en tête, ma boussole, vous savez, c'est le Christ, c'est Yeshua, c'est sa parole, c'est voilà. Mais pas les dogmes, vraiment le concret. Et donc, dans les Thessaloniciens 5, verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, quand les hommes diront paix et sécurité. Et de l'autre côté, on a une prophétie qu'on avait évoquée dans une émission de Y-Files qui dit tous ne parlent que de paix, shalom. Donc, encore Israël impliqué dedans. Ok? Shalom. C'est alors que ça arrive.
quand tout le monde parle de paix, c'est là où ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. Des grandes flottes de guerres hostiles se font face en Méditerranée et il y a pas mal de bateaux qui sont déjà sur place parce que l'endroit est déjà pas très stable. Et la situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Et c'est là où on a parlé du grand qui va tomber. Et en fait, moi, je pense que c'est Vučić, c'est le président de la Serbie. Et en ce moment, il y a Kosovo et Serbie qui sont en train de se taper dessus. Ça a été écrit dans les années 50. Okay? Ces derniers mois, il y a des efforts clairs reconnus par le gouvernement serbe pour assassiner le président Vučić. Donc, si vous voulez, tout est là. Et moi, c'est la raison pour laquelle je rappelle ça, c'est qu'en même temps, on est en train d'entrer dans la période où Trump prend le contrôle publiquement. Okay? Et à ce moment-là, on sait qu'il a fait des accords de paix, les accords d'Abraham, machin, truc, blablabla, toutes ces choses-là. Et que, par exemple, Alexis, quand il a vu ce qui s'est passé en Syrie, il a dit c'est certainement un truc sur le processus de paix et de stabilisation du Moyen-Orient. Moi, je ne sais pas si c'est ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des très, très, très grands changements qui sont en train de se faire en ce moment en très peu de temps. Et l'élasticité de la réalité est en train d'être testée en ce moment. Donc, à un moment donné, à force de tirer, peut-être qu'il y a quelque chose qui éclate. Et vous savez, quand vous tirez sur quelque chose, s'il y a un point qui éclate, ça t'as tout le reste qui éclate aussi. S'il y a un point de faiblesse, c'est le début de la fin. Et donc, j'ai mis ce passage-là juste pour vous dire, c'est pas parce que le reste du live va parler de ce qui se passe aux États-Unis qui est bien, etc., que ça avance et tout ça, que ça veut dire qu'il faudra, même quand on nous dit ouais, il y a un plan de paix, etc., qu'il faudra fermer les yeux. Toutes les prophéties globales sont claires et même par simple principe de rétribution, l'Occident, il s'est tellement endetté d'un point de vue de guerre parce qu'ils ont pourri la gueule au reste du monde pendant des siècles. Hein? On commence à parler déjà des colonies. Et maintenant, on a les États-Unis, la police mondiale, des guerres partout, etc. Et ils sont grave endettés. L'Europe aussi. Et donc, d'un point de vue endettement, il n'y a pas de sortie sans ramener la balance. Et ramener la balance, ça veut dire l'Occident perd son train de vie. Voilà, son train de vie, son niveau financier, son pouvoir militaire et toutes ces choses-là pour amener l'équilibre. Et c'est pour ça que nous sommes ici en tant qu'ambassadeurs du Nouveau Monde pour vous dire le système actuel, il est sur le point de mourir. Babylone est en train d'être achevée là, ok? Elle est en train de se faire déchiqueter par la bête. Là, en ce moment même où on parle, ok? Bah, ce qu'a dit Ruth, hein. La seule sortie de ça, ce n'est pas de chercher un endroit géographique parce que ça concerne toute la Terre, c'est surtout d'être capable de vivre en dehors du système. D'être capable d'avoir les mains qui sont capables de planter des graines, d'être capable d'aider les autres, d'être capable de créer des communautés, etc., etc. Et ça, peu importe ce que vous entendez sur Internet ou chez vous, autour de vous, etc., etc., ne l'oubliez jamais, quoi qu'on vous dise. Parce que même quand tout le monde parlera de paix, c'est le moment le plus fin. Et comprenez aussi que, j'avais dit ça, tu sais, Q parle souvent de la... Comment il s'appelle? Il y a le mec super guerrier là, avec ses stratégies, Sun Tzu. Et en fait, il dit, montre-toi faible quand tu es fort et montre-toi fort quand tu es faible. Et nous, on a souvent pensé que ça parle de Trump et du fait qu'il se montre faible quand il le tient avec des dossiers et tout. Mais ça parle aussi de l'OTAN. Si on applique ça, en ce moment, l'OTAN, il est en train on dirait qu'il ronde l'âme. Ok? Mais peut-être qu'ils sont juste en train de montrer ça. Parce que dans la Bible, moi je pense que l'OTAN, c'est la bête. Ok, les 7 têtes et 10 cornes et machin et trucs. Et dans la Bible, ils te disent un coup mortel, une guérison miracle. Ok? Donc, en plus, ils te parlent d'une grande déception de l'humanité qui va croire un truc et qu'il va se prendre dans la gueule l'exact opposé. Et donc, moi, je vous dis, restons attentifs, abordons ces sujets-là, mais n'oublions pas l'essentiel. Le retour en arrière est impossible. Ce qui nous attend dans le futur, c'est un monde transformé en prison ou un monde de liberté. Et votre choix ne se fera pas en allant manifester, mais en vivant
ce que vous prenez, en vivant ce que vous rêvez, ce que vous aspirez. Et c'est comme ça qu'il se fait le choix. C'est pas par la politique, c'est pas en allant dire à gauche, à droite, ouais, faites comme je dis et pas comme je fais. Donc, c'est super important de ne pas oublier ça en tête. On va devoir le rappeler à toutes les émissions à partir de là, parce que vraiment, ce temps est très proche. Okay, ce temps de la transition. Et ceux qui ont déjà quitté Babylone, eux, ils vont le vivre d'une façon très différente de ceux qui se disent, ouais, le monde change, mais j'attendrai de ne plus avoir le choix pour faire mon changement. Non, à ce moment-là, c'est la panique. D'accord ? Le changement doit se faire maintenant. Nous avons une opportunité en or de commencer à envisager une vie différente où on n'est pas dépendant de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Autre qu'une petite communauté autour de nous. C'est super important de comprendre ça. Au moins, si vous ne pouvez pas faire des choses concrètes, étudiez la possibilité pour que si cette chose-là se produit, que vous soyez prêts. OK ? C'est vraiment super important. Donc c'est pour ça on parle de ce qui se passe là-bas. Il y a toutes les choses que nous, on peut croire et imaginer, mais les signes eschatologiques, ils sont en train d'avoir lieu et ça a des conséquences inévitables au subconscient collectif qui va manifester une réalité connectée à ça. Et donc, c'est possible qu'on vive les temps apocalyptiques parce qu'on a été préparé mentalement pendant des siècles et des siècles que s'il y a telle chose qui arrive, il va avoir ça. Notre subconscient collectif est programmé pour faire ça. Et du coup, là, je vais un peu loin dans les explications, mais ce que je veux vous dire par là, c'est gardons toujours un œil ouvert. Gardons toujours, quoi qu'il arrive. Okay? Peu importe si on parle de Trump, de machin et de trucs, il y a toujours une possibilité à ce qu'on n'ait pas tout compris. Okay? Et dans ces temps-là, moi je vous dis, je suis en conflit. Enfin, je détecte un conflit entre ceux qui se disent avec Trump, les patriotes et tout, et ceux qui disent les prophéties. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'imbrique pas bien là. Tu vois? Donc, et c'est pour ça que je dis, restons attentifs quand même, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on a mal compris des choses, ou peut-être que là, on comprend mal des choses qui nous font voir en noir et blanc, et du coup, on a une pensée binaire de soit c'est ça, tu vois. Peut-être c'est ça, mais dans tous les cas, c'est une époque qui est très instable en ce moment, et la seule stabilité qu'on peut trouver dans nos vies, c'est celle qu'on apporte nous-mêmes. C'est tout. Toute stabilité qui nous venait de l'extérieur va commencer à disparaître petit à petit. Et donc ça, par contre, ça ne changera pas. C'est important. Ouais. Tu sais quoi, vu qu'on était toujours sur ces sujets, vu que tu dis... En fait, je pense qu'il n'y a personne qui comprend réellement ce qui se passe actuellement en Syrie. Bon, à part les quelques personnes vraiment concernés. Parce que j'ai regardé les analyses des gens dont je respecte énormément l'analyse, qui ont des connaissances énormes, les Jacques Beau, les Thierry Messant, etc. Et en fait, sur pas mal d'aspects, ils se contredisent. Donc, moi, la déduction que j'ai tirée, il y a quelqu'un qui a lancé un singe avec une grenade, là-bas, au milieu de Proche-Orient, et personne ne sait sur quoi ça va, et comment ça va terminer, cette histoire. Personne. Ouais. Parce qu'ils peuvent contrôler peut-être une, deux, trois, 5 personnes, tu vois, parmi les djihadistes. Mais n'oubliez pas que tout en bas, là, ceux qui constituent la masse des djihadistes, etc., ce sont des gens qui ont été manipulés idéologiquement. Et là, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Voilà. Oui, Rudy. Bah moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est difficile, hein, après tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'on revient à des points de détail un peu terre à terre, je trouve ça dommage. Mais néanmoins, Q nous dit qu'on garde Israël pour la fin pour une bonne raison. On pensait que c'était l'année dernière avec la Palestine et tout ça. Bon, semble-t-il que c'était pas le cas. Peut-être que c'est pour maintenant. Voilà, juste je rappelle ça aux gens qui ont cette lecture-là. Moi, là, je ne prétends pas comprendre les détails du truc. Par contre, je suis clair que je dois rester attentif. Il y a tout dans les textes anciens qui me disent c'est dans ces temps-là, il faut vraiment garder les yeux ouverts.